Bien, alors on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marc-André, j'ai 27 ans et puis je travaille à Genève depuis bientôt 5 ans comme éducateur social. Donc je ne suis pas dans le médical, je travaille dans le social, je travaille avec des enfants qui ont des handicaps divers. Des enfants infirmes moteur et cérébral, il y a aussi des enfants qui ont des maladies dégénératives et de par l'environnement de travail, au fait, je suis aussi confronté au médical, aux médecins, à l'hôpital et tout ça. Donc, j'ai un métier qui est un peu vraiment entre le social et les soins. Et puis souvent, les soins, vous faites aussi un métier un peu dans le social aussi, quoi. On n'est pas complètement coupé. On a nos spécialisations un peu, on a un peu voilà, nos façons de faire, notre cheval de bataille, notre objectif, mais on est amené à faire souvent un peu des deux. Ce que j'aurais bien aimé savoir, donc la formation que je vous propose, c'est donc comment est-ce qu'on communique avec un enfant et de manière plus spécifique avec un enfant sur une thématique qui est très difficile, une thématique qui peut être taboue dans certaines cultures, pas forcément dans toutes, mais d'autant plus peut-être de l'aborder avec des enfants. Les enfants sont, voilà, enfin les enfants c'est l'avenir. C'est pas la même chose que de traiter la mort avec un enfant que de traiter la mort avec une personne qui a vécu toute sa vie et voilà, enfin une personne qui a bien vécu, qui a eu le temps de, voilà, elle a pu profiter de la vie et tout ça. Ça suscite pas forcément la même colère. Chez nous, chez les enfants, chez les parents, c'est vraiment des choses différentes. Pour poursuivre, la première question que je me suis posée, c'est ce qu'il faut savoir. Moi-même, je travaille donc avec voilà, des enfants handicapés, avec des enfants qui sont certains en fin de vie. Et puis, finalement, la question de parler avec un enfant de la mort, au fait, c'est quand on m'a dit est-ce que tu pourrais parler de ça, je me suis dit il faut que je me renseigne parce que moi-même, au fait, j'avais pas dans le quotidien, c'est pas des sujets qu'on aime forcément aborder quand on est en train de faire des bricolages, en train de faire des choses pour le plaisir de l'enfant. On n'a pas envie forcément de le confronter à ça, surtout si lui nous invite pas à le faire souvent. Pourquoi communiquer avec l'enfant malade? Donc pourquoi communiquer avec un enfant malade? Il y a plusieurs raisons, je vais les afficher toutes. Pourquoi communiquer avec un enfant malade? Pour accueillir les craintes de l'enfant. Donc l'enfant a différentes craintes. Ces craintes, elles varient déjà selon les enfants, aussi selon l'âge, puisque l'enfant ne comprend pas les mêmes choses, notamment par rapport à la mort. Il comprend pas, voilà, il n'a pas les mêmes concepts que nous, on le verra plus tard. Mais par rapport à ces craintes, peut-être que les craintes sont pas directement, il va peut-être pas aborder directement le sujet de la mort, mais peut-être qu'il va aborder des sujets par rapport à la séparation, des choses comme ça. Et puis voilà, si on parle des craintes de l'enfant, ça va pas être forcément spécifique sur la mort, mais il faut qu'on ait vraiment cette disponibilité pour que l'enfant puisse sentir qu'on est à l'écoute de cet enfant qui peut voilà, on est capable, nous, de supporter les craintes que l'enfant a besoin d'exprimer. Parce que si nous, on n'est pas capable, quelque part, de supporter que l'enfant nous déverse ses craintes, comment est-ce qu'on peut attendre de l'enfant lui-même de pouvoir les porter? Déjà, rien que le fait d'en parler, ça, on le vit, je pense, dans le quotidien. Quand il y a quelque chose qui nous oppresse, qui nous fait peur et tout ça, rien que le fait d'en parler, au fait, ça libère. Ça libère cette chose, ce tabou, ce poids. On en a parlé, on se sent mieux. Donc, rien que ça peut déjà soulager l'enfant. L'enfant est porteur de ressources. On communique avec l'enfant parce que l'enfant lui-même peut nous aider dans sa prise en charge. C'est-à-dire, l'enfant ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il vit et tout ça, mais l'enfant se connaît lui-même et puis dans le fait que l'enfant a des ressources, dans notre travail, il arrivait qu'il y ait un enfant par exemple qui avait une maladie dégénérative.
donc qui diminuait petit à petit. Il est arrivé chez nous, il était capable de marcher, il était capable de voir, il entendait encore assez bien. Et puis nous, on s'est dit, oulala, il marche de moins en moins bien, il va falloir amener le fauteuil roulant. Comment est-ce qu'il va réagir face au fauteuil roulant? Nous, on s'est dit, il va avoir un rejet massif et tout ça. Et finalement, l'enfant nous a montré qu'il était capable d'accepter ça. Et puis, par rapport aux ressources de l'enfant, l'enfant peut parfois mieux s'adapter même que les parents ou bien parfois même que le soignant lui-même. C'est-à-dire que l'enfant, il vit avec sa maladie. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il y a des enfants qui peuvent se mettre en colère aussi et rejeter, mais certains enfants montrent vraiment qu'ils sont capables de s'adapter à la situation de façon plus aisée que nous. Pourquoi communiquer avec l'enfant? Parce que ça favorise une relation de confiance. Je regarde si j'ai mis quelques notes. Oui, par rapport à cette relation de confiance, j'ai aussi mis que c'est important de pas dire de ne pas raconter des bobards à l'enfant. Ne pas dire quelque chose, c'est ne pas aborder un sujet, c'est une chose, mais si l'enfant nous demande honnêtement, qu'est-ce que j'ai comme ça, l'enfant a besoin de savoir aussi. Et ce que j'ai vu, c'est vraiment, on est invité à dire la vérité à l'enfant, mais pas une vérité qui va le détruire, au fait, qui va le choquer, lui asséner un coup. Une vérité qui soit adaptée vraiment à son âge, avec des mots qu'il puisse comprendre. On ne va pas s'adresser à l'enfant de la même façon qu'on va s'adresser à déjà son collègue soignant. On va prendre des mots. Pour le parent qui est adulte, mais qui est affectivement aussi plus en lien avec l'enfant, on va utiliser encore d'autres mots. Et pour l'enfant, pareil, il va falloir adapter. Adapter ne veut pas dire dire que non, tout va bien, il va aller mieux. Voilà, c'est vraiment, on dit la vérité, on garde cette confiance avec l'enfant, avec les parents, mais il faut vraiment pouvoir l'adapter selon son âge. Et puis aussi selon ce qu'il a envie d'entendre. Il y a des enfants, ils seront plus prêts à entendre certaines choses et d'autres peut-être beaucoup moins. Et il faudra travailler plus doucement avec eux. Ensuite, pourquoi communiquer avec l'enfant? Le dernier point, c'est pour qu'il mette ses mots sur son vécu. Très souvent, l'enfant va avoir, même s'il n'exprime pas verbalement les choses, il va les vivre et les exprimer autrement en fait. C'est-à-dire qu'il va l'exprimer par son comportement. Moi, comme ça, j'ai en tête deux comportements peut-être de base. Soit il va se refermer vraiment sur lui-même, il va se retirer du monde, il va être déprimé, ça va être difficile d'aller le chercher. Ou peut-être qu'il va se mettre en colère aussi. Ou alors peut-être qu'il va avoir un déni, c'est-à-dire qu'il va refuser cette réalité, puis il va continuer à vivre comme si sans montrer à son environnement qu'il réalise réellement ce qui se passe. Donc mettre ses propres mots sur son vécu. Il ne s'agit pas de mettre nos mots dans la bouche de l'enfant, parce que nous, quand on voit un enfant, on peut se dire « Ah, il doit vivre ça ». On a de l'empathie pour l'enfant. On se dit « Ah, ça, la mort, si, ça ». Donc nous, on se dit « Ah, s'il a réagi comme ça, c'est peut-être qu'il a peur, tout ça ». Et puis, c'est très important d'être très prudent sur les mots qu'on va utiliser, de vraiment inviter l'enfant à trouver ses mots à lui. Alors, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la communication? Alors, tout d'abord, il y a le moment du diagnostic, bien sûr, où la première fois que quelqu'un nous dit, on va passer dans les soins palliatifs, c'est-à-dire que c'est une maladie incurable. Et puis, on va essayer de prendre en charge pour vous accompagner là-dedans, mais il n'y a pas de mieux finalement. Et puis, par rapport au cancer, au fait, il disait, j'ai lu cela, donc c'est sur un site internet qui s'appelle Parents Entraide Cancer. Puis voilà ce qu'ils ont écrit. Dans un premier temps, l'annonce d'une affection grave de notre enfant. Donc c'est un site internet qui s'adresse aux parents en fait. Dans un premier temps, l'annonce d'une affection grave de notre enfant provoque un choc émotionnel important
rendant incapable d'entendre et de comprendre, parfois même incapable d'en parler. Donc, il y a différentes difficultés dans la communication. Il y a, bien sûr, nous, on a de la peine à parler, mais il y a beaucoup de… Les difficultés sont aussi au sein des familles, entre les parents et l'enfant. L'enfant sent bien que c'est un sujet qui est compliqué et puis que du coup, ça peut être une des raisons qui fait que l'enfant ne va pas forcément l'aborder parce qu'il sent que dans son entourage, on n'est pas prêt à en parler, on n'est pas prêt à accueillir cela. L'hôpital est un lieu de soins mais aussi de souffrance. Il y a cette ambivalence finalement. L'enfant est malade, il doit aller à l'hôpital et là-bas peut-être qu'on va lui faire des choses qui ne sont pas agréables et pourtant ça le soigne. Donc d'un côté c'est un lieu qui va détester, il va pas vouloir y aller tout et d'un autre côté il sait bien que c'est un endroit où on peut lui apporter quelque chose de bénéfique. Chacun tente de protéger l'autre par rapport à ce choc émotionnel. Voilà, on va essayer d'être… l'enfant va protéger ses parents, le parent ne saura pas comment l'aborder avec les enfants et finalement, tout le monde… On sait qu'il sait, mais on ne sait pas exactement quoi ni comment c'est compris. Donc, voilà, ça crée ça peut créer un climat très, très difficile à vivre aussi et compliqué. Rompre le silence… Un équilibre à trouver. Après, il y a aussi, voilà, comme je vous ai dit au début, le fait d'en parler, ça libère et tout ça. Et puis, on peut passer d'un mode où la maladie est tabou à un mode où on en parle. Et puis, après, c'est le sujet de conversation à chaque repas, quoi. C'est-à-dire qu'on va en parler. Non, c'est pas tabou chez nous. Et on parle. Et puis, on parle de la maladie. Et puis, il n'y a plus que ça. Toute la famille est mobilisée autour de cette maladie et c'est pas mieux pour autant. C'est vrai que du coup le silence a été rompu, on peut en parler, mais il faut pas non plus que ça vienne envahir toutes nos discussions. Donc pareil pour le soignant. Voilà, peut-être que l'enfant va en parler, mais voilà, il y a aussi d'autres choses. On peut en parler, mais voilà, il faut pas que ce soit quelque chose qui soit complètement envahissant, quoi, et qu'il y ait plus que ça, il n'y a plus que la maladie, il n'y a plus que le diagnostic devant nous, et puis on n'arrive plus à voir le reste. On arrive par rapport au concept de la mort chez l'enfant. Donc, comme on a vu au début, l'enfant est un être qui évolue, et selon les âges, il ne va pas avoir la même compréhension de la mort. Et puis, je vais vous distribuer un polycopier. Et puis on va juste passer brièvement juste voir en balayant voilà les différentes classes d'âge et puis voir un peu comment l'enfant évolue par rapport à ce qu'il comprend de la mort. Alors par rapport à cette feuille, donc on va 0-3 ans, après 3 jusqu'à 7-6, 3-7, 5-10, 7-10, 10-12. Ce qu'on voit par exemple, c'est qu'il y a plusieurs cases où je vois 10 ans. C'est-à-dire les 3 dernières cases, les 10 ans, ils sont dedans. C'est-à-dire qu'il y a 5-10, 7-10, 10-12. On voit que les catégories, finalement, elles ont été faites, mais qu'elles se chevauchent. C'est-à-dire c'est pas 0-3, 4, 7, 8, voilà, etc. C'est vraiment… la première chose qu'on arrive à voir avec ça, c'est que finalement, les catégories se chevauchent, donc on ne peut pas utiliser ça comme, voilà, l'enfant a 3 ans, donc il n'a pas ça, par contre il comprend ci et ça. C'est vraiment à titre indicatif. Et ce que ça nous montre, c'est que les enfants évoluent de façon différente par rapport à certains concepts, selon leurs expériences de vie, parce qu'ils ont peut-être déjà vécu un décès à la maison, ou bien particulièrement parce qu'ils sont malades, donc ils vont comprendre des choses que des enfants de leur âge ne comprennent pas forcément. En quelques grandes lignes, moi ce que j'ai souligné là-dedans, c'est par exemple l'enfant âgé de 0 à 3 ans, il n'a pas de notion en fait de la mort réelle. La seule notion qu'il a, c'est la notion de séparation et d'absence.
Et puis la peur face à l'absence, voilà, son angoisse, ce ne sera pas une angoisse de mort, ce sera une angoisse de séparation plutôt. Il ne comprend pas ce que c'est la mort encore à ce moment-là. À partir de, dans la case 3 ans jusqu'à 7-6 ans, on voit il y a un intérêt pour le devenir du corps après la mort. Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah là, il comprend qu'on meurt et puis de ce que l'être humain devient après la mort. Mais c'est pas tout à fait ça, j'ai vu après, parce que là, quand c'est écrit intérêt pour le devenir du corps après la mort, c'est-à-dire le corps physique, quoi. Quand je meurs, le corps physique, qu'est-ce qu'il devient, quoi? Il n'y a pas encore forcément, bien sûr ça dépendra des enfants, mais il n'y a pas forcément encore cette idée de vie après la mort et tout ça, parce qu'on voit que c'est vers 10-12 ans. Je pense que ça dépend beaucoup de la culture aussi et puis combien on parle de ces choses finalement. Voilà, on parle des choses spirituelles, de la vie après la mort, ça dépendra beaucoup de ça aussi. Mais voilà, il y a deux formes distinctes. On s'intéresse d'abord au corps et ensuite un peu au méta, quoi, un peu à l'âme, l'esprit et tout ça. Parce que ce qu'on va voir plus tard, c'est qu'à un moment donné, on va poser des questions pour voir qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il a envie de savoir, etc. pour pouvoir répondre à ces questions finalement. Et ce tableau nous permet de voir à peu près où est-ce qu'on peut cibler. Et ce qui a été noté très souvent, c'est que l'enfant qui est malade, surtout l'enfant qui a une maladie grave, évolue plus rapidement par rapport à, voilà, avec cette situation dans laquelle il se trouve. Il évolue plus rapidement, il a une maturité plus grande par rapport à la compréhension de la maladie et puis par rapport au concept de la mort, par rapport à ce tableau. Donc on verra un enfant qui grandit un peu plus rapidement que dans ce tableau même. Il a décrit 3 comportements différents de l'enfant face à la mort. Ces trois grands comportements. Donc tout d'abord, il a présenté l'enfant peut avoir un comportement lucide, c'est-à-dire qu'il comprend ce qui se passe, quelque part il est dans la réalité, il sait qu'il va mourir. Et puis l'enfant lucide, comme nous le décrit cette personne, c'est l'enfant qui aura déjà parlé de sa mort à plusieurs personnes, à plusieurs occasions. Et puis c'est aussi un enfant qui aura commencé à mettre les choses en œuvre pour préparer ses dernières volontés. Par exemple, ça sera peut-être justement typiquement l'enfant, s'il a encore un rêve, il va dire j'ai envie de faire encore ça avant de mourir. Voilà, c'est un enfant très, très, très clair, très lucide sur ce qui se passe. Ensuite, le deuxième comportement qu'il décrit, c'est le comportement de l'enfant qui ne parle pas de sa mort possible. Et là, je trouve c'est l'enfant où il n'en parle pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en contact avec la réalité. Il décrit la situation de cet enfant comme un enfant qui paraît s'adapter à sa condition. Nous, on le voit qui diminue et puis on a l'impression que l'enfant s'adapte et puis qu'il n'est pas en rébellion. Il y va comme ça, on se dit ah, il a une bonne graine cet enfant et tout ça, il est vraiment bien, il est tranquille. Et puis ce qu'on nous note, c'est que c'est pas parce que finalement il montre aussi peu c'est pas parce qu'il n'évoque pas ça qu'il n'est pas conscient de la réalité. Et puis ce qu'il décrit, c'est même si on a l'impression d'un côté que c'est un enfant qui est un peu replié sur lui-même, et puis c'est pas pour autant qu'il ne sera pas attentif et puis qu'il ne sera pas capable d'écouter ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment un enfant aussi où toute source d'information, il voit ses parents discuter, il voit les soignants qui discutent avec les parents, il sera conscient de tout ça. Et puis pourquoi c'est important justement de parler à cet enfant? Parce que si on a un enfant comme ça qui ne pose pas trop de questions, tout ça, c'est un enfant qui sera là en entretien et tout. Et puis à un moment donné, le soignant et puis les parents ils vont sortir, vont parler de ci ou de ça, ou alors ils le feront devant lui peut-être.
Et puis il y a des choses qu'il ne va pas forcément comprendre parce que c'est un enfant. Et puis finalement, il va pouvoir déceler les émotions. Il va sentir ah ma maman est dans tous ces états, c'est grave. Et puis comme il ne comprend pas, puis qu'il n'y a personne qui va lui expliquer, du coup, il va se faire son propre raisonnement finalement. Et puis l'enfant, il va se trouver des raisons. Ou alors, s'il ne trouve pas des raisons, il va l'exprimer par la crainte et l'angoisse. Il ne saura pas forcément d'où ça vient, de quoi il a peur finalement, de toutes ces choses qui ne sont pas expliquées. Et la troisième, je trouve qu'il s'est un peu facilité la tâche là-dedans, c'est l'enfant qui va entre l'un et entre l'autre. Il le décrit comme ceci. C'est un enfant qui perçoit sa dégradation physique, qui peut en parler, mais qui manifeste beaucoup de désir encore de faire plein de choses finalement. C'est-à-dire qu'il se rend compte dans certains moments que voilà, il diminue et tout ça, il a réussi à en parler. Et pourtant, encore à d'autres personnes, il va dire oui, moi quand je serai grand, je vais faire pompier, je vais faire ci et ça. Et puis il se projette vraiment encore dans l'avenir. Et puis il ne s'est pas dit là c'est la fin, je vais préparer la fin parce que voilà, c'est l'enfant qui continue à rêver encore malgré sa situation dont il est finalement conscient quand même. Comment aborder le sujet de la mort? Tout au début, on a effectivement entendu, c'est écrit en gras sur la page que j'ai lue. Le sujet doit être amené par l'enfant. C'est lui qui amène le sujet. Nous, on peut explorer, on peut lui poser des questions, tout ça. On regarde comment il répond à ça, mais il ne faut pas être trop insistant. C'est vraiment… Il faut que ce désir d'en parler vienne de l'enfant, ce besoin d'en parler, du sujet spécifique de la mort. Explorer ce que l'enfant sait ou veut savoir. Là encore, il s'agit de regarder si ce qu'il a envie de dire, peut-être qu'il a encore besoin d'un certain temps pour dire certaines choses. Et puis, il y a différentes façons d'explorer ce que l'enfant sait et veut savoir. On peut lui poser différentes questions. Et puis, j'ai amené ici quelques livres, en fait. Et puis, j'ai pas choisi les livres par hasard, bien sûr. Je suis allé regarder. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Max et Lily. Je fais un peu de publicité, mais ce n'est pas pour moi. C'est des livres qui traitent de plein de sujets différents. Pas seulement de la mort et de l'hôpital, mais des petites histoires qui sont peut-être parfois moins évidentes que ceci. Donc Max va à l'hôpital, donc il va traiter de la crainte de l'hôpital et tout ça, mais sous forme d'histoire. Le grand-papa est mort, donc pareil où ils vont traiter. Et puis à chaque fois, à la fin de ces histoires, ils ont des petites questions que l'enfant peut répondre, soit tout seul, ou alors si on le regarde avec lui, sûrement qu'il y aura déjà des commentaires pendant qu'on le lit, quoi. Alors c'est des livres qui sont sympas. Après, voilà, moi j'ai trouvé que certains étaient par contre plus adaptés à la culture européenne qu'à la culture forcément à Nouakchott. Mais ça peut être des bons supports, même d'autres livres. On peut aborder il y a des livres qui abordent les différents sujets. Justement, il y a une personne qui meurt dans l'histoire ou comme ça. Et puis le fait d'en lire, ça peut… Parfois, l'enfant peut utiliser ça pour rebondir sur quelque chose qu'il vit personnellement, quoi. Ensuite, comprendre ce qu'il veut dire. L'enfant peut poser parfois des questions qui paraissent très naïves. Et puis, ces questions naïves, au fait, c'est des questions test. C'est des questions pour voir comment répond la personne qu'il a en face. Ça lui permet de voir un peu, est-ce que j'ai envie de me confier à cette personne? Est-ce qu'il est prêt à recevoir ça?
ou est-ce que je le sens un peu fragile et du coup je préfère pas aborder ce sujet avec lui. Aussi comprendre ce qu'il veut dire. Donc on a parlé aussi par rapport au comportement, ils peuvent avoir certains comportements s'ils ne l'expriment pas, ou justement peut-être que c'est un enfant qui va être difficile, on va avoir difficulté à le supporter parce qu'il est tout le temps en train d'embêter un autre enfant, ou bien il est capricieux et tout ça. C'est des comportements qui expriment quelque chose et qui valent vraiment la peine de creuser un petit peu. Et puis, pour moi, le sentiment, c'est quand on a un enfant comme ça qui tout à coup se met à avoir un comportement, un peu peut-être moins sage, plus agressif, un peu qui cherche un petit peu à embêter l'un et l'autre, c'est de pouvoir dans un premier temps juste lui faire lui montrer que je constate que tu embêtes souvent telle ou telle personne, ou bien que juste constater, puis peut-être lui poser la question, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça, pourquoi tu le fais. Et puis pas de se dire, de faire semblant de ne rien voir en tout cas. Ensuite, déculpabiliser l'enfant. L'enfant peut se sentir responsable ou coupable, c'est parce que surtout à un certain âge qui est très bas, l'enfant peut avoir l'impression qu'il a cette maladie parce qu'il a fait une bêtise, parce qu'il n'a pas obéi, il a fait quelque chose de mal. Et puis c'est important de pouvoir lui dire aussi clairement qu'il n'est pour rien dans cette maladie, et puis que ce n'est pas son comportement qui a aggravé la situation ou quoi que ce soit. Quand on aborde le sujet aussi de la mort avec l'enfant, on peut le rassurer qu'on l'aime toujours autant. C'est parfois des enfants qui ont la crainte on les oublie, ou bien finalement je suis malade, je crée du souci à mes parents, ils vont m'aimer moins. Peut-être que c'est un enfant qui a un petit frère et puis il va avoir la crainte d'être dépassé par son petit frère parce qu'il régresse, ou bien d'être tout simplement remplacé. Une fois mort, ils me remplaceront, ils auront un autre enfant, et puis je serai plus dans leur mémoire, quoi. C'est des craintes que les enfants peuvent avoir. Il s'agit de pouvoir répondre à cela. Nous, on n'est pas parents, donc à notre niveau, on peut en tout cas leur témoigner, leur montrer que notre amour pour eux est inchangé finalement, même si c'est de plus en plus difficile de le rassurer, d'avoir simplement de l'affection pour lui. Supporter la colère de l'enfant aussi. Où est-ce que j'en suis ? Supporter la colère de l'enfant. Certains enfants peuvent se mettre en colère. Et puis là, il s'agit vraiment de résister sur la durée aussi. Et puis de même si l'enfant est en colère et tout ça, pouvoir peut-être simplement dire je comprends que tu sois en colère et tout ça. Et puis, mais de continuer à pouvoir montrer cette même amour pour l'enfant. Parce que c'est des situations typiques où c'est beaucoup plus difficile parce que l'enfant diminue, donc peut-être qu'on aura besoin de faire beaucoup plus d'efforts, il faudra le porter davantage, ça va être plus compliqué pour nous. Et en plus, avec tout ce qu'on fait pour lui, en plus il n'est pas content et il se fâche. Donc c'est des moments assez clés comme ça où il faut qu'on ait cette ressource de pouvoir tenir sur la durée, d'être peut-être plus persévérant que d'habitude. Et puis, comme dit précédemment, c'est ce comportement aussi, on peut en parler avec lui par rapport à son comportement de colère, d'où ça vient, tout ça. Et puis débriefer, bien sûr, entre vous, quand on porte quelque chose, il ne faut pas qu'on soit seul à le porter, ça c'est sûr. Il faut pouvoir partager avec l'un et l'autre. Et puis
Et puis parfois, ça simplement prendre le relais, ou bien quand on n'est pas à l'aise avec un enfant en particulier, parce qu'on est beaucoup avec lui, parfois c'est bien qu'on puisse changer. Après, ce n'est pas toujours possible, mais voilà, dans la mesure du possible, c'est bien si on peut prendre le relais l'un de l'autre, en particulier si on se sent fragile par rapport à un enfant. Ça, on l'a déjà abordé, donc l'aider à s'exprimer avec ses propres mots. Donc, savoir que l'enfant a dit quelque chose au sujet de sa mort rassure les soignants plus que lui-même. J'aimais bien cette phrase parce que parfois nous on est bloqué, on ne sait pas comment parler, et tout à coup l'enfant a dit quelque chose et puis on fait il sait. Voilà, nous quelque part on a fait notre boulot, il a dit, il est conscient maintenant. Donc nous ça nous rassure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant lui-même qui l'a peut-être dit, il reste confronté à ça encore. Il a encore cette angoisse, cette crainte. Il ne sait pas ce qui vient après ça. Les questions de la mort ne se règlent pas en une seule conversation. Donc, quand on aborde le sujet avec un enfant, voilà, imaginons, j'ai regardé avec un enfant, Lily a peur de la mort, et puis après le livre, on a discuté ensemble et tout, il a répondu parfaitement à toutes les questions. Je suis super content, j'ai fait mon travail d'éducateur, vous avez fait votre travail de soignant. L'enfant a dit qu'il avait peur de la mort et tout ça, c'est bon, on a fait ça, on a coché, c'est gagné. Non, c'est vraiment des sujets de discussion. Voilà, il faut vraiment accompagner l'enfant là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il en a parlé une fois qu'on a dit oui, tu sais, et puis qu'il paraissait rassuré que cette crainte, elle est finie, elle ne va plus revenir. Il faut vraiment, voilà, c'est un travail qui se fait sur la durée, quoi. Finalement, jusqu'à ce que l'enfant nous quitte, quoi. Il y aura différentes craintes qui vont ressurgir, il y a des craintes qui reviennent encore. Et si l'enfant fait partie de cette catégorie de comportements qui ne parle pas de la mort, comment est-ce qu'on fait? Il ne veut pas parler de la mort, on a vu, il faut que ce soit l'enfant qui aborde le sujet de la mort en premier, d'accord, mais il ne veut pas en parler. Je fais comment mon travail? La première question, c'est comment explorer? Donc, par des différentes questions, des questions indirectes, pour voir si l'enfant désire en parler. Il y a quelques questions. Voilà, je vois que tu es fâché, je vois que tu es triste, tu es en colère. Et puis de lui demander s'il aimerait en parler ou non, tout simplement. Formulation d'hypothèse. J'ai vu ça dans ce qu'il proposait. Voilà les phrases qu'il proposait. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Formulation d'hypothèse, si jamais. Donc c'est un enfant qui est confronté à une maladie grave et puis pour nous c'est un enfant qui va mourir, quoi. On peut plus rien faire pour lui. Voilà les questions qu'il propose. Si jamais ta maladie devenait trop forte, que voudrais-tu que l'on fasse? J'ai adapté un peu les questions, je vois. J'ai une autre question que j'ai posée, c'est si jamais ça deviendrait dur de marcher, comment pourrait-on faire? Donc c'est une question que j'ai écrite, c'est en pensant à cet enfant qui était venu chez nous et puis on voyait bien qu'il ne pouvait plus marcher et puis il ne supportait pas les choses qu'on lui apportait et pourtant la chaise il a bien accepté. Dans cette question, si jamais ça deviendrait trop dur pour toi de marcher, comment pourrait-on faire? On ne lui propose pas la chaise directement, on lui demande de réfléchir avec nous. Bien sûr, nous, on a déjà réfléchi. En plus, souvent, on a eu d'autres enfants comme lui et tout ça, mais c'est vraiment le principe de l'inclure là-dedans, l'inclure dans la réflexion, en se disant peut-être que si lui il vient sur la réponse, peut-être que ça sera plus acceptable pour lui aussi de rentrer là-dedans, si lui-même a fait le chemin de la réflexion. Si l'enfant ne veut pas aborder le sujet de la mort, pourquoi? Est-ce que vous avez des idées pourquoi l'enfant ne voudrait pas en parler?
Donc là, il y a plusieurs points. Donc l'enfant ne peut pas aborder le sujet parce qu'il ne peut pas y penser. C'est ses peurs, c'est ses angoisses qui l'empêchent de pouvoir… voilà, ça lui fait trop peur, donc il bloque là-dessus et puis il passe à autre chose. Il ne veut pas inquiéter sa famille, donc voilà, c'est histoire de je protège ma famille pour voilà, parce que je crée déjà assez de soucis comme ça, j'ai pas envie de leur créer plus de soucis. Il est pris dans un processus de déni, donc il n'accepte pas la réalité. Il présente des mouvements d'évitement en réaction à des peurs ou angoisses intenses. Ça, c'est apparemment une des réponses que certains enfants peuvent avoir si on essaye d'aborder ce sujet avec eux. Voilà, ça s'exprime même voilà, dans les mouvements. 3 difficultés guettent l'enfant s'il ne parle pas. C'est qu'on aborde le sujet avec l'enfant et paf, l'enfant tout à coup il s'éteint, il change de chaîne et puis on ne perçoit plus rien du tout, il y a un grand silence qui se fait. Et puis si on n'arrive pas à rebondir là-dessus ou bien et puis que nous-mêmes on est complètement désarmés, le danger c'est que l'enfant se trouve vraiment complètement seul face au silence, parce que nous-mêmes on est complètement, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, et puis on reste dans un silence prolongé. Ça peut être voilà, très pénible pour l'enfant. L'autre danger, c'est l'enfant ne parle pas, donc nous on lui dit ce que nous pensons de la mort et tout ça, sans rechercher finalement à ce que l'enfant puisse trouver ses mots sur ce qu'il vit, comment il le vit, etc. Lui imposer la vérité ou le faire parler à tout prix. Ça revient un peu à la phrase au début. Parfois, quand l'enfant a parlé, ça nous rassure plus nous que ce que ça rassure l'enfant lui-même. Typiquement dans cette catégorie-là, peut-être nous, on a besoin de savoir que l'enfant sait qu'est-ce qu'il attend et tout ça, parce qu'on se dit c'est pas possible, l'enfant est dans un déni total, et puis voilà, on oblige à le parler, il a parlé, on fait ouf, il en a parlé et tout. Mais voilà, à quel prix si l'enfant est pas prêt, voilà, ça peut faire plus de dégâts que de bien. Tout d'abord, rester souple, c'est-à-dire ne pas vouloir aborder le sujet coûte que coûte. Si l'enfant ne l'aborde pas, il s'agit d'accepter voilà, que l'enfant ne peut pas en parler encore, ou pas maintenant, ou pas moi, et puis voilà, avoir cette souplesse de proposer, et puis de dire bon d'accord, et puis on passe sur autre chose, il n'y a pas besoin d'insister encore et encore. Ne pas renforcer ce qui est irréaliste, l'enfant ne veut pas entendre la réalité, ne veut pas aborder ce sujet, il ne s'agit pas non plus de faire l'inverse, et puis d'aller peut-être complètement dans le sens où l'enfant voilà, pense que ça ira. Voilà, oui, tu vas guérir, oui, tu vas remarcher, voilà, il s'agit vraiment de respecter l'enfant, mais de ne pas renforcer encore ses défenses ou bien voilà, dire des choses voilà, qui sont impossibles et qu'on sait bien qu'ils ne sont pas possibles. Le principal, c'est vraiment le point numéro 3, de faire savoir à l'enfant que l'adulte est prêt à parler de ce sujet, que je viens régulièrement et puis je propose tendre une perche, voilà, par les questions que je pose ou bien par les livres qui sont disponibles ou ci ou ça. Voilà, de montrer bien à l'enfant que je suis disponible, je suis prêt, je suis capable d'en parler. Ce qui permettra à l'enfant vraiment de pouvoir choisir aussi le moment où il est prêt et puis qu'il n'ait pas le sentiment que c'est un truc qu'on ne peut pas en parler. Il sentira bien, je pense, qu'au fait, les adultes sont prêts à en parler,
si on a cette attitude où on propose des moments et tout ça pour en parler, il sentira bien que l'adulte est là, il est prêt à en parler. Pour eux, c'est ok, c'est pour moi que j'ai besoin maintenant de faire le pas. Et puis, le fait d'avoir cette disponibilité permet à l'enfant de pouvoir choisir le bon moment pour faire le pas. Alors, à nous de créer ces moments où l'enfant peut en parler. Et puis, après, effectivement, à l'enfant aussi de faire le pas, c'est lui qui choisira. Et puis, pour terminer, souvent on a des enfants qui sont capables de parler. Comment est-ce qu'on peut communiquer avec un enfant qui ne parle pas? Qui ne parle pas, qui ne peut pas parler. Par exemple, il y a des enfants, ils sont avancés et puis par exemple, on les entend très très peu. Enfin, on les entend très très peu parler parce qu'ils sont très très faibles. Eux encore, ils ont le langage oral. Mais si on a un enfant qui a un handicap typique et puis qui n'est pas capable de s'exprimer, comment est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Est-ce qu'il peut comprendre? Oui, enfin, c'est très lié parce qu'un enfant qui n'a pas le langage verbal et avec qui du coup on ne communique pas, son niveau de compréhension va monter très très lentement parce qu'on ne pratique pas la communication avec lui. Mais si on trouve un canal alternatif à la parole pour communiquer avec cet enfant, il va pouvoir développer la communication, il va pouvoir se positionner, il va pouvoir aussi développer sa personnalité. Souvent, ce qu'on voit avec des enfants qui ont très très peu de moyens pour communiquer, c'est que finalement ils dépendent beaucoup de l'adulte et puis au niveau personnalité, ils ont de la peine à se sentir comme distincts de sa maman, par exemple, parce qu'il est tellement dépendant de sa maman qu'il est collé. Maman est triste, je suis triste. Maman est contente, je suis content. Maman, si maman me dit tu veux un dessert et puis j'ai l'impression que ça va faire plaisir à maman, je vais dire oui, même si j'ai pas envie. Ou ils vont rester très collés. Et puis il y a certains outils de communication qui permettent de pouvoir où l'enfant peut s'exprimer. Et le fait de faire exprimer l'enfant, ça permet qu'il puisse vraiment se sentir distinct d'eux et puis de sentir que je suis une personne, j'ai mes envies, j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif, etc.